Chaque année, au mois d'août, ils sont près de 2000 à se rendre à Saint-Mathieu-du-Parc, près de Shawinigan. Ils quittent leur quotidien pour s'immerger pendant 5 jours dans l'univers médiéval fantastique de Bicoline. Ils y vivent une expérience hors du commun, unique dans le monde des jeux de rôle grandeur nature. Le duché de Bicoline vous ouvre ses portes. Un lieu fascinant à découvrir en compagnie de ceux et celles qui lui donnent vie. Moi, je fais de grandeur nature depuis que mon fils a 2 ans. Ça veut dire, si on fait un calcul rapide, ça fait 15 ans. J'ai commencé à faire du GN pour passer plus de temps avec mon frère qui faisait du GN aussi. Puis dans ces activités-là, j'ai rencontré mon chum. Mon nom de personnage, c'est Elof Bran Fane. Fane, c'est pour le nom de la guilde du Fane. C'est un groupe, finalement, la guilde. Et ce groupe-là, c'est le groupe dans lequel je joue à Bicoline. Il y en a plusieurs guildes, plusieurs groupes différents. Donc, je fais partie de ce groupe-là. Dans le groupe du Fane, je suis la sorcière. C'est facile à identifier. Et puis, je suis aussi scribe, c'est-à-dire que je m'occupe des écrits. C'est moi qui est un peu l'archiviste du groupe. J'ai 33 ans, je suis un peintre en bâtiment, père de 3 enfants, qui évolue dans l'univers de Bicoline depuis à peu près 13 ans. Bicoline, pour moi, a commencé avec un trip très personnel, puis tranquillement, pas vite, évolué en un univers familial. Ici, mon nom de jeu, on m'appelle Bismarck, ou oh non, pas lui, ça arrive aussi. Mauvaise réputation d'être hargneux et colérique, chose que je ne suis pas du tout dans la vraie vie. Du coyote ou... Oui. Ils sont super. Ils vendent combien les têtes de coyote? Ben, non, les coyotes. Ça dépend. Faut que je l'examine. Comme celle-là, 200. Il y a toutes les griffes, les pattes. Ah, c'est ça, toute la pièce est au complet. Il fallait faire un historique du grandeur nature. Et c'est l'apparition dans les années 80, en fait, des premiers groupes qui jouent entre eux. Avec évidemment, on va dire, comme 2 écoles. L'école qui jouait en reprenant des règles prises de jeux de rôle sur table, dont le populaire Donjon Dragon et bien d'autres. Puis je dirais l'autre école dans laquelle on est situé, c'est-à-dire des règles adaptées pour le grandeur nature. Un exemple bien simple, sur table, si tu es poursuivi par une créature, ben, c'est un jet de dés qui va te sauver, qui va te déterminer si tu cours plus vite ou pas qu'elle. Dans le grandeur nature, ben, si tu cours moins vite que celui qui te court derrière, ben, tu te fais rattraper. Ça, c'est la base. Tu vois, il existe des écoles où tu pourrais être un grand guerrier sans savoir te battre. Ça n'a comme aucun réalisme. Ici, les gens qui sont des bons escrimeurs, c'est parce qu'ils le sont vraiment, en fait. Ce sont ceux qui gagnent les tournois des fines lames, ce sont ceux qui savent vraiment bien manier l'épée. Puis ça, c'est pour tous les exemples, en fait, du jeu. Ça explique aussi pourquoi on a un jeu où il n'y a pas de magie offensive, en fait, en bataille. Notre magie est virtuelle.
Ce sont des actions qui se font de façon virtuelle et qui se répercutent sur une carte d'un monde imaginaire parce qu'on n'a rien pour la rendre en fait en bataille. La différence principale entre les jeux de table et puis les grandeurs nature, c'est qu'on est nous-mêmes mis dans l'action lorsqu'on fait des grandeurs nature. Donc, on va aller se battre, on va aller courir, on va se déguiser, et ainsi de suite. On va être plus dans le monde, en immersion dans le monde là, imaginaire. Il n'y a pas personne qui va dicter l'histoire lorsqu'on fait des grandeurs nature. On va plus être mis vis-à-vis des indices, vis-à-vis des événements qui, eux, vont tendre qui vont nous amener à vivre l'histoire puis à en participer. Contrairement aux jeux de table où là, on va avoir plus une histoire qui va être dictée, qui va être racontée de façon plus classique, et puis un côté qui est beaucoup plus passif. Là. Les jeux de rôle de table, comme Donjons et Dragons, ça implique strictement l'imaginaire. Le plaisir de Donjons et Dragons, comparativement à d'autres jeux de société, c'est vraiment principalement deux choses. Moi, je dis, première chose, c'est qu'on vit une histoire. Donc, toute la partie de raconter une histoire, de dire une histoire. Et puis la deuxième partie, c'est d'en faire partie et de contribuer à cette histoire-là. Donc, on touche directement l'imaginaire quand on joue à ces jeux-là. On permet un imaginaire qu'on construit. Donc, depuis la nuit des temps, les gens aiment se faire raconter des histoires, aiment se faire embarquer dans des aventures, puis c'est vraiment la possibilité de le faire pour le prix de quelques dés et quelques bières. Bicoline est un monde parallèle en soi qui s'est développé évidemment sur 13 ans, puis maintenant c'est un monde complexe. Avec sa géopolitique, je veux dire son découpage, ses terres, son économie. On a, je crois, 900 propriétaires terriens. Il y a des gens qui peuvent se domicilier sur les terres. Tu as des droits de vote. Qu'est-ce que tu mets avec ça aussi, toi? Ah ouais? Je te le donne, je commence. Bicoline, c'est un espace, un terrain qui s'étend sur 140 hectares, qui est presque utilisé au complet. Ça comprend un village de 168 maisons maintenant, avec une vieille ville, une basse ville, quartier nord, quartier est, des zones de campement qui sont décorum mais aussi non décorum, ce qui permet en fait aux premiers de venir une année ou deux, puis après ça de se lancer plus loin. Mais c'est aussi des kilomètres de sentiers, c'est une rivière qui traversait, puis plusieurs zones de bataille qui ont été définies de par le temps. Je suis l'un des doyens de Bicoline et je viens ici depuis 1996. Réellement, c'est un endroit idéal pour le grandeur nature. Je l'ai vu se construire. Ce qui m'attire à Bicoline, c'est le fait que tu partages un imaginaire avec presque 2000 personnes. Ce qui fait en fait que non content tu es dans ton imaginaire, mais tu es dans le leur en même temps. C'est aussi un peu du théâtre. Chacun fait le personnage qui lui plaît, l'incarne. On ne se connaît pas, on vit ensemble des expériences de personnages sans jamais connaître la personne réellement. C'est formidable. C'est ceux-là les plus intelligents, dans le fond, tu sais. Ça excuse rien, c'est juste que je comprends que des fois, il y a des générations qui ressortent. Ben, c'est normal, il faut passer par des comptes. C'est ça, c'est une chose un peu... Je sais pas. Ce qu'on s'apprête à faire, c'est le rituel des sorcières. Nous, on fait un rituel en jeu, ça fait partie du jeu des sorcières. Le but, c'est d'avoir des points de magie pour pouvoir, après ça, faire des actions pendant toute Bicoline, pendant la saison de Bicoline.
l'imaginaire médiéval fantastique, c'est sûr que c'est l'imaginaire de Bicoline. C'est un imaginaire qui a été beaucoup développé là, dans les films. Ça n'a rien à voir avec la vraie vie à l'époque médiévale, là. C'est l'imaginaire, c'est ce qu'on en imagine et on en a gardé que le côté qu'on veut bien. Ceci dit, je pense que ça imprègne les choix qu'on fait au niveau artistique, le costume, le décorum, etc. Donc, est-ce que ça a l'air un peu médiéval, un mur de pierre, un mur de bois, des objets qui pourraient aller avec l'époque médiévale? Le côté fantastique, c'est tout le côté magique, les monstres, les créatures un peu épeurantes qu'il pourrait y avoir dans le monde. Donc, c'est vraiment l'imaginaire de Tolkien revu et augmenté, je dirais, pas amélioré, mais augmenté. Il y a plein d'autres choses. Bicoline ou les activités de grandeur nature, pour nous, c'est omniprésent. C'est là tout le temps. Pas dans le sens où on pense rien qu'à ça, contrairement à l'espèce d'image type qu'on a, mais ça demande de s'impliquer à plein d'autres niveaux, entre autres produire des costumes, des éléments de décor, planifier. Bicoline dure 5 jours, 5 jours sans électricité, sans eau courante, dans des conditions assez rudimentaires, quoique c'est pas des conditions épouvantables, là. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut s'organiser pour faire cuire nos repas. On a le feu, c'est tout. Positif ou négatif? On va avoir les visions exclusives parce qu'on a été ici à s'en occuper. Dans des scénarios par exemple, durant la semaine de Bicoline, qui se déroule sur 5 jours, la grande bataille, c'est le summum, c'est ce qui clôt l'activité au bout des 5 jours, le dimanche. Par contre, il y a plein d'autres activités qui se déroulent pendant 4 autres journées où chaque participant va y trouver son compte, là. Autant les guerriers que les gens qui recherchent plus l'aspect théâtral des choses. Chacun, vraiment, y trouve sa façon de jouer ou de s'exprimer là-dedans. Et quelqu'un qui ne veut pas du tout se battre peut très bien le faire dans le cadre d'une semaine comme Bicoline. Qu'est-ce que vous pensez que c'est un char-bateau? C'est un char qui est aussi un bateau. Comme ça, c'est un bateau, et avec des roues. Ouais, c'est bien possible que ce roi-là aime les bateaux. Fait que le lendemain matin, Yann prend sa hache, il l'aiguise comme il faut. Durant la grande bataille, outre toutes les activités qui sont présentes, il y a 3 tournois qu'on peut participer. Il y a le tournoi des fines lames, qui est dans le fond 2 épées de même longueur, et puis ce qui était de l'escrime presque classique.
bloquer. Mais c'est tout dans l'impulsion. Donc, c'est vraiment d'attendre que l'autre se compromette, qu'il lance une attaque, puis là, il ouvre souvent le bras, le dos, puis ainsi de suite. Donc, c'est agréable, c'est plaisant. Le soleil frappe un peu, ça fait partie du jeu. Il y a le combat des champions, que là, toutes armes sont possibles. Donc, des gens qui vont arriver bouclier, épée, épée à 2 mains, 2 épées, et ainsi de suite. Et puis, il y a aussi le tournoi des gladiateurs. Le gladiateur, on va voir 2 hommes, 2 contre 2, qui vont s'affronter dans l'arène. Donc, ces tournois-là se produisent le jour. Ça permet aux gens qui veulent s'inscrire, donc c'est inscription libre. Et puis, c'est un tournoi avec élimination, tout simplement. Donc, toute la journée, là, ils vont se produire des combats. Puis, à la fin de la journée, à 6 heures, il y a les finales à chaque jour. Donc, les gens peuvent venir assister aux finales, puis ainsi de suite. Ça permet de gagner des épées en latex, ça permet de gagner des éléments en jeu. Les règles du combat sont assez simples. Si tu te fais toucher à un membre avec une épée, tu le perds. Donc, si je me fais toucher sur le bras, je le perds. Si je me fais toucher sur une jambe, je dois mettre le genou à terre. Si je perds les 2 bras, bien, je suis rendu un moignon inutilisable. Et puis, si on se fait toucher à la tête ou au corps, bien, on meurt tout simplement. Donc, lorsqu'on va mettre des armures, ça va juste rajouter des points de protection, mais le principe reste le même. Ça se veut un principe qui tente d'être le plus réaliste possible. Parce que si tu te fais toucher à un membre, il devient inutilisable là, dans la vraie vie, dans le fond. On découvre le duché de Bicoline avec ses personnages qui lui donnent vie. Ce qu'on appelle le décorum, c'est-à-dire comment ça respecte ce qu'on imagine de l'époque médiévale ou de l'imaginaire médiéval fantastique. C'est quelque chose qui est important parce que ça crée ton décor. Ça crée le décor dont tu as besoin pour te sentir dans cette époque-là, te sentir dans cette ambiance-là. Puis plus c'est proche de qu'est-ce qu'on peut imaginer comme étant de l'époque médiévale, plus ça contribue finalement à donner une ambiance puis à faire en sorte que tu joues puis tu y crois, tu es dedans. Ça peut aller très, très loin. Je veux dire, d'ailleurs, ça fait partie un peu de ce qui apparaît bizarre aux yeux des gens qui ne jouent pas à des grandeurs nature. Quand on voit, par exemple, la palissade du fort à Bicoline, bon, il y a des gens qui regardent ça, puis c'est une palissade qui est un peu, qui est branlante, qui a l'air de vouloir tomber. Les gens voient une palissade qui tient presque pas debout. Moi, quand j'arrive à Bicoline puis que je vois cette palissade-là, je vois un château, je vois un pont-levis, je vois un univers. Je rentre dans le château puis je peux imaginer la cour qu'il y a dans le milieu de cette palissade-là. Ça fait partie de ce que tu as la réalité, tu as la partie du décorum, la partie du décor, si tu veux. Puis là, tu plaques une 3e couche qui est l'imagination que tu as sur tout ça. Notre construction, c'est la même chose. Je l'imagine dans une autre dimension. Quand je suis à Bicoline, je suis pas dans le monde habituel. Je suis dans le monde de Bicoline. Je suis vraiment là. Le décorum, comment décrire ça en quelques mots? Nous, dès le début, c'était la phrase dans les règles.
Moi, j'aime bien l'aborder, le décorum, en faisant le parallèle avec justement l'enfance et puis quand tu es adulte. Quand tu es enfant, tu peux jouer dans 8 mètres carrés puis tu as l'impression que c'est une forêt incroyable. Quand tu grandis, ton imaginaire aussi se limite et il en faut plus pour te mettre dedans. Alors, il faut évidemment que tout ce qui nous entoure soit le plus décorum possible, soit le plus possible de ne pas te faire décrocher. Puis je crois que ça, les gens l'ont bien compris. Puis ils sont même contents, en fait. Il y a une espèce de compétition saine qui s'est emballée là-dedans avec « regarde ce costume que j'ai, regarde ce que j'ai acheté cette année, regarde ce que j'ai fait cette année ». Il y a eu la même compétition quand les cabanes ont commencé. Ça a commencé avec des cabanes en croûte, on démontait, nous, des granges dans la région. Maintenant, c'est quasiment des contracteurs qui débarquent et les maisons sont construites. Il y a des maisons où il y a jusqu'à 25 000, 30 000 $ d'investissement sur des cabanes. Puis, ce qui est complètement fou, sur un terrain qui ne t'appartient pas et que tu vas utiliser juste quelques jours par année. Donc, c'est sûr qu'il y a un engouement énorme. Faut pas se le cacher, on est tous des grands-enfants ici. La seule différence, c'est que maintenant, on a des moyens d'adultes. Et on recherche toujours à recréer ce petit univers fantastique qu'on avait quand on jouait tranquillement avec nos bonhommes dans notre sous-sol. La seule différence, c'est que là, c'est nous qui le jouons. Et oui, c'est un jeu de rôle. La Guilde des paysans, leur plaisir, c'est de jouer les paysans, mais les vrais de vrais, soumis à tous les seigneurs et les nobles. Les nobles ici n'ont pas beaucoup de reconnaissance parce que c'est difficile d'accepter de jouer comme « oui, c'est mon supérieur ». Mais eux l'appliquent à la lettre. Ils sont « oui, mon seigneur, on va laver vos bottes, tirer vos pompes, faire tout ce qu'on veut ». On a même des gars qui sont de notre groupe qui sont spécialisés dans l'art de salir leurs bottes pendant les combats et ils les font laver par les paysans pour quelques piécettes. Bon, OK, c'est du jeu, mais ce qui fait fonctionner le jeu en général, c'est que les gens acceptent de s'y prêter. Et c'est un bon exemple. Au début de notre participation aux activités de Bicoline, les gens trouvaient ça étrange. Tu dis que tu vas passer tes fins de semaine dans le bois à date. Ça a quelque chose de bizarre. Mais peu à peu, à force d'en entendre parler, les gens se rendent compte que c'est une activité comme une autre, que c'est une activité, en fait, elle n'est pas comme une autre, elle est exceptionnelle, mais c'est une activité qui va impliquer du plein air, qui va impliquer de l'activité physique, qui va impliquer de mettre toutes nos qualités artistiques à profit, nos qualités sociales dans nos réseaux. Fait qu'à un moment donné, ça devient... Puis quand tu trouves les mots pour en parler d'une manière que les gens puissent comprendre, les gens, ils se rendent compte que c'est un loisir. Hein? Il y a une partie du jeu à Bicoline qui relève du théâtre, presque. Donc, ça paraît moins bizarre de dire je joue un personnage comme une pièce de théâtre. Là, les gens font « Ah, OK, ouais, ça, je peux comprendre ça. » Fait qu'à la longue, ça devient de moins en moins bizarroïde pour ceux qui sont autour. L'image qu'on a souvent de ceux qui font du médiéval, c'est souvent une image qu'on voit au Mont-Royal les dimanches, des gens qui arrivent en running shoe avec des épées, puis du tape, et ainsi de suite. Mais le véritable plaisir dans les grandeurs nature, dont Bicoline, c'est véritablement l'immersion. C'est d'avoir le sentiment que tu fais partie de quelque chose, d'un autre monde, que tu fais partie d'un moment bien figé dans le temps, à l'époque médiévale. Donc ici, à Bicoline, durant les 5 jours, c'est vraiment la beauté, c'est tous les critères là, qui permettent de complètement rentrer là, dans le monde où on se trouve. Là, on peut parler là, d'illuminer avec des torches, les chapiteaux partout. Pendant 5 jours, on ne sort pas de cette ambiance-là, on reste dans cette ambiance-là, puis ça nous permet vraiment, elle nous imprègne. Donc on se lève le matin, et puis c'est la routine médiévale. Donc c'est ça qui est le plus trippant. Ça nous permet de plus voir du tout ce qu'il y a à l'extérieur, et puis simplement le triper dans ce milieu-là. Ça crée aussi une certaine dépression post-bicoline que tout le monde pourrait vous parler. Lorsqu'on revient après les 5 jours ici, là, ça crée tout le temps. On revient dans la vie de tous les jours, puis là, il y a un down incroyable. Ça dure une semaine, tout le monde a ça.
Vraiment, cette espèce de dépression-là lorsque tu sors de cette immersion-là qui est complète. On continue notre exploration du duché de Bicoline. Donc, est-ce que Bicoline est une fuite de la réalité? Pour ma part, pas du tout. C'est une réalité très tangible et je crois pour la plupart des joueurs aussi. Ce sont des gens qui ont les deux pieds bien sur terre, puis qui savent que c'est une activité dans laquelle ils aiment avoir du plaisir, au même titre que quelqu'un qui fait de l'alpinisme, un autre de la natation ou du tennis. Il y en a qui ont décidé de faire ça et d'investir là-dedans. Maintenant, comme dans tout, il doit y avoir des gens qui, eux, effectivement, se plaisent peut-être pas dans leur vie quotidienne et puis ils trouvent un petit espace dans lequel ils sont enfin quelqu'un. C'est certain que ça doit exister. Enfin, moi, je suis de l'école que la réalité dans laquelle tu vis, c'est celle que tu crées. Puis tu vois, ici, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais regarde, c'est irréel, c'est... » Non, regarde, c'est pas irréel, c'est là. C'est des vraies personnes, là. Ouais, mais tu sais, lui, c'est un avocat, ou lui, c'est un étudiant. Ouais, mais regarde, étudiant, avocat, c'est des rôles aussi, là. C'est des rôles qui sont imposés, là. T'as même des uniformes aussi, dépendant de ce que tu fais dans la société. Alors, à partir du moment où tu commences à décortiquer ça, tu sais, où est la frontière, en fait, entre le jeu ou bien le rôle qu'on t'a donné dans la vie, si ce n'est que d'apprendre des choses et d'évoluer. Alors, si maintenant le jeu te permet d'évoluer et d'avancer plus vite, c'est comme très intéressant. Puis, enfin, moi, en tout cas, c'est ça qui me motive dans l'immersion. C'est pour ça que j'en fais. C'est pas pour courir dans le bois avec un masque sur la tête. C'est parce que je me dis que c'est vraiment une école, en fait, d'apprentissage sur la vie. Puis, chacun va y chercher ce qu'il veut, bien entendu, là. Il n'y a aucune doctrine là-dedans, là. C'est là. Il est toujours intéressant de tenter de voir et de déchiffrer qui se cache derrière le personnage à qui on fait face. Est-ce que le barbare qui est en face de nous, c'est un pharmacien ou ainsi de suite? Nous, dans notre groupe, on joue des inquisiteurs hyper dogmatiques avec une ligne de pensée hyper dure. Puis dans le fond, derrière les personnages se cachent des ingénieurs, se cachent des pharmaciens. Notamment moi, je suis enseignant au secondaire. Donc j'arrive là-bas, puis il m'arrive à l'intérieur du jeu de faire face à des gens qui me trouvent arrogants, qui me trouvent fermés. Mais dans le fond, ça peut être complètement le contraire là, dans la vie. C'est la personne qui se cache derrière le personnage. C'est moi qui décide de prendre ce rôle-là. Puis c'est aussi le rôle que donne l'Ordre Notre-Dame de la Rédemption, qui est notre groupe, dans le fond. La place de la fête à Bicoline est totale, elle est entière. C'est à ça que ça se résume, évidemment. La bataille de Bicoline est une grande fête de 5 jours qui se termine par une bataille épique, mais c'est surtout la fête. Se rencontrer, se revoir, aller danser, aller boire un coup ensemble, s'amuser, fraterniser. Puis des histoires ici d'amitié, c'est incroyable. Il y a combien, je veux dire, de gens en fait qui se sont rencontrés ici, qui sont devenus vraiment des amis. Il y a combien de couples qui se sont formés ici, qui ont des enfants maintenant. C'est vraiment le fun. Puis tu as cette espèce d'esprit aussi, c'est vrai, communauté, là, qui revient souvent. Puis les gens ont vraiment hâte de se retrouver.
La guerre, c'est, je dirais, la partie centrale et périphérique de Bicoline en même temps. C'est-à-dire que l'essence même pour laquelle les gens participent à cette activité-là, au départ, c'est de prendre une épée en mousse, un bouclier, puis d'aller combattre un adversaire pour différentes raisons, le bien, le mal, etc. Mais c'est essentiellement... Bicoline est construit autour de ça. Parfait. Là, c'est dans mon meilleur scénario, là. C'est notre best. On bouche les trous. Je suis d'abord et avant tout à Bicoline pour la section bataille. Je suis un guerrier dans l'âme. Le terme n'est pas exact, mais je suis quelqu'un qui aime la confrontation physique. J'ai longtemps fait des arts martiaux. J'aime, avec mon corps, repousser les limites. Et de porter une armure qui pèse entre 20 et 30 livres, toute une journée de temps, pendant 5 heures de temps, dans des conditions abruptes, des plaines, des vallons, de la forêt, de la broussaille, sous la pluie, sous le soleil. C'est le genre d'accomplissement qui m'intéresse à Bicoline. Et la majeure partie du groupe, c'est aussi leur objectif. Il y a un phénomène vraiment spécial à Bicoline. Là, essayez de vous mettre dans l'idée un festival qui dure 5 jours de 2000 personnes. Là, pensez juste comment un spectacle demande de sécurité, d'encadrement, de supervision. À Bicoline, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas d'agent de sécurité. Personne est attitré à faire la police. Il y a une règle à Bicoline. Tu as un contact physique, tu frappes quelqu'un, tu es banni à vie. Et cette règle-là s'appliquera, et c'est la seule chose qui nous différencie de tous les autres rassemblements. Personne ne veut être exclu. Et chaque personne, donc, respecte le fait que quand les tensions montent, on doit descendre. La violence dans la société, en fait, c'est qu'elle est plus pernicieuse. Ici, elle s'exprime de façon saine. De un, on est conscient que c'est un jeu. Il y a des règles. Puis, ça fait 13 ans qu'on fait les grandes batailles, il y a plusieurs milliers, puis il n'y a jamais eu de mort. Maintenant, dans la société, l'autre jeu qui condamne la violence, mais on oublie qu'il y a des ingénieurs qui gagnent des prix parce qu'ils font des mines en plastique qu'on ne peut pas détecter. Ça, c'est la réalité, tu vois. La violence, elle est là. Tu sais, le marché de l'armement, etc., etc. La vraie violence, elle est là, et elle est tue, là. Alors, c'est pour ça que ça me fait rire quand on dit « Ah, le GN, est-ce que ça cultive la violence? » Non, pas du tout. Une violence-jeu contrôlée avec des règles simples et où tout le monde s'amuse. On se prépare à la grande bataille de Bicoline. La bataille de Bicoline n'a lieu qu'une fois par année. Il y en a beaucoup qui nous ont dit pourquoi pas en faire 2, pourquoi pas en faire 3, mais non, je crois que ça fait aussi partie d'un rythme qui lui donne sa puissance. C'est que la bataille, tu la prépares pendant 1 an. Puis quand les gens arrivent ici, c'est l'explosion. Tout le monde a travaillé fort pour qu'elle arrive. Et puis alors, ça se voit, en fait. Vraiment, le déferlement d'énergie a lieu à ce moment-là. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Général Gogol du Fain. Donc, c'est moi qui est en charge des armées. Je vous présente les autres membres de l'état-major. Tristan de Montfort. Esteban, les Rangers, Ézéchiel, Notre-Dame de la Rédemption. Je le répète à chaque fois, c'est important, fair play, plaisir, c'est ça qui est le plus important. OK? Ouais. Comptez vos coups, pas le coup des coups des autres, et jouez fair. Bon?
L'estomac est noué, on se prépare à la bataille. Donc, les troupes se mobilisent. Et puis, on a hâte. Jusqu'au son du corps, c'est le suspense. Quand le corps va partir, les réflexions les plus simples disparaissent, puis tout ce qui reste, c'est le combat, puis la gestion du combat. J'ai hâte. C'est toujours intense après. On reste assis un petit 5-10 minutes, là, puis là, ouf, l'adrénaline descend. Faut se relever, repartir, aller revivre, puis revenir à l'assaut, puis revenir à l'assaut. C'est des assauts répétés comme ça toute la journée. Donc il faut garder le moral malgré la fatigue. Ouf. Encore un bon, je dirais, 2 heures d'énergie, le temps de pacter le stock rapidement. Puis après, là, ça va chuter en ligne droite. Donc, ce fut une semaine, c'est incroyable. On est ici 5 jours, puis on a au moins pour 360 à se raconter des anecdotes sur ce qui s'est passé. Donc, c'était une semaine, c'est une semaine dans laquelle on se prépare énormément, dans laquelle on espère beaucoup. Puis moi, il n'y a pas une année où je suis pas satisfait, où je m'éclate pas là, pour mon temps, mon énergie, pour mon argent. Fait que là, non, c'était cœur, c'est super. Une grande bataille s'est bien déroulée. Ça s'est terminé par une victoire, je pense, qui est décisive de notre bord. On a atteint la plupart de nos objectifs. On a eu des bons
une bonne bataille avec des groupes un peu désorganisés là, qui partaient un peu partout dans le bois. Mais au bout du compte, on a obtenu ce qu'on voulait puis on est content du résultat. Demain, c'est le retour au travail. Ça va être difficile parce que tout d'abord, on va retourner dans la civilisation, là, les autos, la musique, toute la civilisation moderne. Ça va frapper un coup. Puis c'est le retour à la réalité. Je sais pas comment décrire ça. C'est un peu comme quand tu pars en voyage pour plusieurs mois, puis là que tu reviens, il y a une espèce de déphasage qu'on va devoir combattre. Mais toutefois, on a des souvenirs emmagasinés là, pour un bon bout de temps. Ah, le retour, ça, c'est dur. On commence à y penser le matin de la bataille. On sait que c'est la fin. En dedans de nous autres, ça ne nous tente pas de retourner, mais tranquillement, pas vite, il faut commencer à faire le retour. Puis il y a des gens, le lendemain, ils sont juste pas fonctionnels parce qu'ils sont pas capables de... Il faut qu'ils prennent du temps pour sortir du monde de Bicoline. T'es rendu chez vous, mais ta tête est restée sur le terrain. L'avenir que je vois pour les activités immersives est énorme, est vraiment énorme. Je crois que la vague est simplement en train de se lever. Puis les gens s'aperçoivent aussi que du GN, du grandeur nature, ce genre d'activité-là, en fait, on n'est pas juste 2 à faire ça dans notre cours, là. Regarde, on est 1000, 2000, 4000, 6000, combien au Québec? 20, 25 000, disent certains. Et puis tu regardes, en Amérique du Nord, peut-être 150 000, tu vois l'Europe, et pour finir, tu aperçois que, en fait, sur la planète, tu as des millions de joueurs. Des millions de joueurs. Puis on est dans cette génération-là aussi maintenant. Je veux dire, on a tous aussi des enfants, on est dans la génération du jeu. Puis les gens veulent de plus en plus d'expérience. Maintenant, les gens veulent du vécu, ils veulent de l'émotion. Les compagnies vidéo, en fait, dépensent des millions pour que les jeux soient plus sensationnels au niveau du ressenti. Ça sera plus long qu'on va tout d'un coup injecter là où il faut vraiment, en fait. Il faut injecter dans le réel. Il faut injecter, en fait, dans des sites immersifs où tu peux venir participer, vivre, aller louer ta chambre dans une auberge, sortir. Moi, je rêve d'une ville médiévale, en fait, dans laquelle tu pars en vacances. Au lieu de dire, OK, je pars à Louisville passer mon week-end, ou bien je vais à Cancun, ben non. Moi, je pars, en fait, dans le duché un tel ou dans telle cité, tu vois. Pourquoi pas recréer, en fait, la planète Tatooine comme dans Star Wars? Tu vois, mais pour arriver à ce genre de choses-là, il faut être calqué en fait avec des univers porteurs, il faut des créateurs qui ont des renommées internationales en fait. À partir du moment où on va se jumeler avec des gens qui ont des univers qui ont été traduits et qui sont connus de tous, c'est fini. La grande bataille est terminée et les joueurs devront patienter jusqu'à l'année suivante pour renouveler l'expérience. Pour plusieurs, l'attente sera longue. Heureusement qu'il y a les souvenirs. Alerte aux pirates, la semaine prochaine, à DocUD. Mythes urbains, dans un instant, à Canal D.